Dans les années 90, Ford débarquait en Formule 1 sous couvert d'un nom prestigieux, Stewart Grand Prix. L'écurie de la légende Jackie, triple champion du monde, et de son fils Paul, qui après des débuts difficiles, a menacé les plus grands de la discipline. Par la suite, cette écurie a donné le fiasco au Jaguar, puis la grande Red Bull. Mais aujourd'hui, on se penche sur la première équipe de cette lignée, Stewart Grand Prix. Stewart, Ford, deux noms mythiques du sport automobile, et quand on regarde leurs passifs respectifs, est difficile de ne pas être enthousiaste. Par où commencer? Ford, c'est un mastodonte de l'automobile, un acteur majeur du développement de cet outil créé par Henry Ford en 1903. Mais pendant des décennies, Ford ne sera cependant que secondaire dans l'univers de la course automobile, prenant quelques victoires par-ci par-là, mais pas d'engagement conséquent ou officiel. Bien sûr, vous le savez, c'est dans les années 60 que Ford débarque. Désireux de renouveler son image, la firme américaine compte sur le sport automobile et tente d'abord de racheter des marques européennes déjà bien installées dans le milieu, dont Ferrari. Spoiler, ça ira au clash et Ford va devoir se débrouiller seul. Piqué au vif, Henry Ford II sort les billets et en quelques mois, la GT40 voit le jour avec comme objectif de remporter les 24 heures du Mans. L'histoire de Ford en sport automobile fera l'objet d'une vidéo à part entière, donc aujourd'hui, je ne ferai que survoler. Ford contre Ferrari. Ça a des allures de film tout ça. Après 2 années d'échecs en 1964 et 1965, les Américains triomphent en 1966 en réalisant tout simplement le triplé. 1967 est encore plus épique et le duel face à Ferrari est encore plus intense, mais une nouvelle fois, c'est la GT40 qui l'emporte, cette fois-ci dans sa version Mark IV. Mais terrifiée par les performances de ces autos, la CSI décide d'interdire les voitures de plus de 5 litres. Quelle est la cylindrée de la Mark IV? Un V8 de 7 litres. Ouais, c'est américain, hein? What the fuck is a kilomètre? Pas grave, Ford a de la ressource, et si le constructeur ne s'engage plus officiellement, la GT40 continuera de gagner dans la Sarthe, et aussi ailleurs encore 2 années de plus avec la Mark I confiée au team britannique John Wyer Automotive. 1968 et 1969, les 3e et 4e victoires aux 24 heures du Mans pour le constructeur américain, faisant de Ford le 8e constructeur le plus victorieux de cette course. Volonté, ambition, moyens, technique, c'est ce qui a permis à Ford de devenir une référence. Mais son histoire en sport automobile ne se résume pas qu'au et en endurance. Non, loin de là. Dans la même période, Ford s'associe avec les préparateurs britanniques Cosworth et en 1967, le tandem débarque en Formule 1 en tant que motoriste. Le V8, c'est une des spécialités de la firme et le Ford Cosworth DFV va marquer l'histoire de la Formule 1. Ce n'est pas compliqué, c'est le moteur le plus victorieux de la discipline, 152 victoires. La première aux Pays-Bas avec Lotus et Jim Clark dès sa première année. Alors bien sûr, ce V8 a évolué au fil des années et est passé de 420 chevaux à 495, mais globalement, c'était la même recette. Ce moteur est un monument de la Formule 1 et propulsera un nombre incalculable de voitures, dont les plus prestigieuses. Lotus, McLaren, Williams, Matra, Tyrrell, Brabham, March. Dans les années 80, ce moteur a cependant été détrôné par les turbos. De référence, il est devenu le moteur du pauvre et en 86, Ford Cosworth cessait au turbo avec le GBA. Et ce n'est pas terrible. De retour à l'Atmo en 87 avec le DFZ, puis le DFR et les HBA, le Ford Cosworth retrouve la victoire à quelques reprises avec Benetton et McLaren, mais le V10 Renault devient la référence. Au final, lorsque l'écurie Stewart s'apprête à entrer en Formule 1, Ford Cosworth en est à 174 victoires, 13 titres pilotes et 10 titres constructeurs. Les premiers dès 68 avec Lotus et Graham Hill. Le dernier du côté des constructeurs en 81 avec Williams et du côté des pilotes en 94 avec Michael Schumacher. Mais le pilote le plus lié à Ford en Formule 1, c'est Jackie Stewart. 3 titres de champion du monde entre 69, 71 et 73 et 25 de ses 27 victoires. Ouais, les 2 premières elles étaient avec un moteur BRM. Enfin bref, parlons un petit peu de Jackie Stewart. Jackie, c'est un des plus grands pilotes de l'histoire, le premier vrai professionnel qui avait compris que pour triompher dans ces disciplines, il fallait axer tout son mode de vie autour de la course.
Stewart, c'est une intelligence à part et un coup de volant digne de ses illustres prédécesseurs et amis Jim Clark et Graham Hill, la génération précédente. Là encore, il y aura une vidéo sur Jackie Stewart à un moment donné. Né le 11 juin 1939, cet Écossais est d'abord tireur d'élite avant de devenir pilote. Un chemin bien particulier et en soi, il a bien fait de prendre un volant entre les mains, car très vite, Jackie a impressionné. Après un apprentissage en GT, le Britannique est passé en monoplace, en F3 et en F2 où il survole les débats. Repéré par le monde de la Formule 1, il débute dans la catégorie reine en 1964 lors d'une course hors championnat tenue à Kyalami, en remplacement de Jim Clark, son compatriote. En 1965, il rejoint l'écurie BRM à temps plein aux côtés du champion du monde 62, Graham Hill. Avec Jim Clark, ils formeront un trio aussi attachant que talentueux. Remportant sa première course de Formule 1 à Silverstone en luttant face à Surtees pour une manche hors championnat, Stewart ne cesse d'impressionner et remporte à Monza son premier Grand Prix en mondial. Puis, Jackie rejoint Matra et c'est avec eux, un moteur Ford Cosworth et Ken Tyrrell à la baguette, qu'il décroche son premier titre mondial en 69. Tyrrell devient constructeur en 70 et Jackie reste avec l'oncle Ken bien que sur un programme partiel pour cette saison. Ce qui ne l'empêche pas de prendre une victoire en Espagne. Bon, avec un châssis March. Bref, en 71, l'Écossais est de retour à temps plein et domine les débats pour prendre un deuxième titre. Battu par Lotus et Emerson Fittipaldi en 72, plus efficace en début de saison, mais en 73, il ne laisse aucun doute sur qui est le meilleur pilote du monde et remporte une troisième couronne mondiale ainsi que sa 27e et dernière victoire lors du Grand Prix d'Allemagne. Le record, qui ne sera battu qu'en 87 par Alain Prost. Mais Jackie Stewart, c'est aussi une grande sensibilité. Trop souvent confronté à la mort, il prend prématurément sa retraite en 73. Beaucoup de ses amis et collègues sont partis, lui-même a frôlé le drame à Spa en 66, et Jackie se lance dans une croisade pour améliorer les conditions de sécurité. Restons donc dans les paddocks après sa retraite en tant que consultant pour la télévision britannique, mais aussi en tant qu'ambassadeur et conseiller pour Ford. Et ces liens vont conduire à la création de l'écurie en Formule 1 dans les années 90, même si l'histoire débute presque 10 ans avant. En 1965, alors qu'il n'est encore qu'un jeune débutant en Formule 1, Jackie Stewart devient papa. Dites bonjour à Paul Stewart, autre personnage clé de notre histoire. Paul voudra dans un premier temps suivre les traces de son père derrière le volant, malgré les fortes réticences de ce dernier. Il débute dans les années 80 en Formule Ford, bien entendu, et joue les troubles fêtes au devant de la scène. Mais très vite, les rôles de Paul Stewart vont se confondre entre pilote et team manager. En effet, en 1988, lui et son père créent la structure Paul Stewart Racing. Après une première saison de rodage en Formule Ford 2 litres, avec le patron aux commandes, l'écurie britannique passe en F3 et se révèle. Grâce au prestigieux nom Stewart, l'écurie attire du beau monde. Déjà, Jackie a fait venir quelques-uns de ses anciens ingénieurs et puis Kamel a rejoint la structure. Et ça marche plutôt bien, même si Paul a un petit peu de mal à se hisser parmi les tout meilleurs. Mais avec un petit peu de réussite, à Snetterton, le fils s'impose et ce de manière assez cocasse, puisqu'il franchit la ligne à l'envers. Mésentente avec des retardataires. Bref, première saison encourageante et 1990 est une année charnière car PSR couvre désormais 3 championnats. La F3 britannique, la Formula Vauxhall un cran en dessous et la F3000, l'antichambre de la Formule 1. En F3, l'écurie prend un total de 3 podiums dont 2 pour Paul qui se classe 7ème du championnat britannique. Et en F3000, le constat est similaire, 3 podiums dont 2 pour Andrea Chiesa, 7ème au classement final. Mais en 1991, le fiston débarque en F3000 et ça va être assez compliqué. Paul est éclipsé par le second pilote Marco Apicella qui prend 2 deuxièmes places durant la saison. Le Paul Stewart Racing est donc compétitif, même si le patron peine derrière le volant. Pendant ce temps, en F3, David Coulthard est un digne représentant car l'Écossais remporte 5 victoires et termine vice-champion derrière Rubens Barrichello. Et avec Gilles de Ferrand l'année suivante, l'écurie écossaise remporte son premier titre. Pendant ce temps, en F3000, c'est un petit peu mieux pour Paul qui prend une 4ème place, mais une nouvelle fois, son équipier est devant. Coulthard grimpe d'un échelon et prend 2 podiums en fin de saison. 1993 sera la dernière saison de Paul derrière le volant avant de raccrocher le casque. En soi, sa 3e et dernière saison dans l'antichambre est meilleure. Régulièrement dans les points, il prend son premier podium à Pau derrière Lamy et Coulthard, parti chez Pacific. Avec l'aide de son patronyme et des relations fortes entre Ford et la famille Stewart, Paul est en discussion pour entrer en Formule 1. Il fera quelques tests chez Footwork, mais ça va s'arrêter là. Bref, en 1993, Paul Stewart Racing remporte tout de même sa première course en F3000 grâce à Gilles de Ferrand, vainqueur à Silverstone et 5ème du championnat. Pendant ce temps, en F3 britannique, ça déroule.
PSR fait débuter des Dario Franchitti ou Jan Magnussen, mais c'est un certain Kelvin Kurt qui écrase le championnat, en prenant 9 victoires. L'écurie Stewart est une solide référence en F3, et Jan Magnussen le confirme en 94 en faisant encore mieux. Il prend 14 victoires, plus une pour Franchitti, donc 15 victoires pour l'écurie en 18 courses. C'est pas mal. En 95, Ralph Firman et Helio Castroneves échouent aux 2e et 3e places du championnat, mais il y a de la continuité. L'Irlandais se rattrape avec le titre en 96. En termes de performance, ça se pose là pour le Paul Stewart Racing. En F3000, c'est bien, mais ce n'est pas aussi dominateur. De Ferron termine 3e en 94 avec 2 victoires, mais l'écurie fait un pas en arrière en 95. Et en 96, la donne change. Forcément, quand on est si proche de la Formule 1 et que son nom est Stewart, on ne peut pas ne pas envisager un jour de passer dans la catégorie reine. Mais les Écossais sont prudents. Les récents déboires de Pacific, qu'il côtoyait en F3000 ou alors de Simtech, découragent quelque peu père et fils. The other teams clearly did not go in with enough financial support or backing. And if you don't have that, you can't buy the engineering, you can't buy the technology, you can't buy the people. So we have to have that. And I'm certainly not confident right now. We've launched it. Now it's my business to get underway in securing the right financial base. Mais Jackie a de la ressource, et par ses liens avec Ford, il obtient d'importants soutiens de la firme américaine, et en janvier 96, un partenariat est signé, et le Paul Stewart Racing va entrer en Formule 1 sous un nouveau nom, Stewart Grand Prix en 1997. I've never as a racing driver promised anybody any success of winning. I've said that we will be successful in one form or another, if not winning races perceived to be a leading contender. And if you do all the right things, success will in due course occur. But it won't occur in the first year, the second year, or the third year to the levels that people may say, well, he should be further up than that. Stewart revient donc en Formule 1. Bien sûr, derrière ce nom prestigieux se cache celui de Ford qui, sous couverture, entre en tant que constructeur dans la catégorie reine. Soutien d'un grand constructeur, appui d'un sponsor important comme la banque HSBC, ça fait du chiffre et Stewart Grand Prix peut se préparer durant l'année 96. Déjà, l'usine de Milton Keynes est profondément modernisée pour répondre aux demandes de la Formule 1. Parmi les ingénieurs, Alan Jenkins est recruté. Ancien homme fort de chez McLaren, cet anglais est aussi passé chez Arrows et chez Onyx. C'est pour ça qu'on dit McLaren en premier. Ce dernier est donc chargé de concevoir la SF01 qui doit accueillir, je vous le donne en mille, un V10 Ford Cosworth. Le JD Zetec R pour être précis. Si techniquement la SF01 n'est pas très innovante, elle se démarque par sa livrée blanche traversée d'un tartan bleu, typiquement écossais qui n'est pas sans rappeler le casque de son illustre cofondateur. En termes de fanservice, c'est une réussite. Du côté des pilotes, Jackie propose un volant à Damon Hill, non conservé par Williams alors qu'il est en passe de prendre le titre pilote. L'histoire serait belle tant Jackie et Graham entretenaient une belle relation, mais Damon décidera finalement de rejoindre Arrows, séduit par les promesses de Tom Walkinshaw. The decision had to be based on what I felt was right, not on any emotional choice. And having known the Stewarts for a long time, and rather the Stewarts having known me as a little boy even, that really had no bearing, or couldn't have a bearing on where I finally decided to go. Alors, Stewart se rabat sur Rubens Barrichello, tombant progressivement dans l'anonymat chez Jordan et qui a besoin d'un nouveau défi. Il sera le leader de l'écurie. À ses côtés, une pépite danoise dont on dit le plus grand bien, de la trempe de Senna apparemment, Jan Magnussen. En soi, pas le line-up le plus effrayant quand on regarde la grille de 97 avec un œil de l'époque, mais un line-up solide pour cette nouvelle aventure. Puis en tant que pilote essayeur, pas besoin d'aller chercher bien plus loin. Paul et Jackie renfileront le casque pour quelques tours de piste. Alors bien sûr, si Jackie captive toute l'attention, le gros du travail est fait par Paul, ne faisons pas d'amalgame. Mais bon, forcément, c'est le triple champion du monde qui attire l'attention et les observateurs sont ravis. Sachant qu'en 97, Prost Grand Prix entrait en scène. Donc au lancement de la saison, les deux pilotes les plus victorieux de la discipline ont leur propre équipe. C'est pas mal, que la fête commence. Now, Jackie, this has got to be perhaps even more challenging than when you were driving. Oh, a lot more challenging. You know, I used to arrive on a Thursday sometime, and I used to leave on a Sunday night. I mean, like, quick. Nowadays, it's a whole new business. The logistics of bringing a Formula One team to a Grand Prix like this, we've got 56 people in this little team, this new start-up team. We've got 20 tons of equipment. We've got 3 racing cars, and
1 year and 4 days ago, we didn't even have a line on a computer to design that racing car. So the logistics, the pressure, the problems of being a constructor or entrant are just so much more. A driver's life was very easy. Can I have it back, do you think? La première course de l'écurie de Milton Keynes en Formule 1 se déroule donc à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Et d'emblée, les Stewarts font une bonne impression entre les mains de Rubens Barrichello, qualifié 11e, mais malheureusement, le dimanche est à oublier. Si les deux pilotes font un beau début de course, remontant tous les deux dans le top 10, ils doivent cruellement renoncer. Problème de pression d'huile pour Barrichello et de suspension pour Magnussen. Et autant vous le dire de suite, il faudra s'y habituer. En effet, la fiabilité de la Stewart sera désastreuse, et en termes de performance pure, c'est souvent compliqué. Les top 10 sont rares, mais le premier exploit arrive en Argentine, quand Rubens Barrichello arrache la 5e place en qualif, remportant au passage un pari. Ouais, avant l'épreuve, Jackie avait promis à Rubens une de ses montres Rolex s'il entrait dans le top 5. Voilà qui est fait. Jackie Stewart's bet with team driver Rubens Barrichello. He won a Rolex watch for his 5th place on the grid in Argentina. Très vite, le Brésilien prend l'ascendant sur un Magnussen dépassé. Mais de toute façon, durant les 4 premiers Grands Prix de la saison, les résultats sont similaires. Abandon sur abandon. La fiabilité est désastreuse, mais à Monaco, un premier exploit a lieu. Seulement 10e et 19e en qualif, Rubens réalise un récital le lendemain sous la pluie. À cette époque, il y avait encore une guerre des pneus. En l'occurrence, Goodyear, déjà bien installé, et Bridgestone, revenant justement en 97. Et il faut dire que les gommes japonaises étaient performantes par température fraîche et par temps de pluie. Et le Grand Prix de Monaco 97, c'est un déluge. Très habile dans ces conditions, Rubens gagne 5 places dès le premier tour. Il double ensuite Frentzen et les deux Jordan pour figurer au 2e rang. Derrière, Yann réalise également une prestation convaincante en remontant de la 19e à la 7e place. Les Stewarts ont bien quelque chose, et Rubens Barrichello offre le premier podium et le premier drapeau à damier de l'écurie. Un grand moment pour les Stewarts, et Jackie le dit. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma carrière. Père et fils seront même invités par le prince régnier à monter sur le podium. Un moment à part dans cette saison difficile, car de suite après Monaco, la belle parenthèse se referme. Alors qu'il reste 12 Grands Prix, les voitures blanches ne verront qu'à 4 reprises le drapeau à damier, et jamais dans le top 6. Les moments de joie ne seront que brefs, comme au Canada ou en qualification, encore. Barrichello prenait le 3e temps. Le tir groupé d'Autriche a également fait du bien, 5e pour Barrichello et 6e pour Magnussen, trouvant au fil de la saison des solutions et se rapprochant du rythme de son leader brésilien, même si ça reste fragile. S'il y a du positif dans cette saison avec une SF01 trouvant peu à peu de la performance, le gros point noir est la fiabilité, et Ford s'engage à travailler là-dessus pour 98, année de grands changements. En 1998, la Formule 1 se transforme. Nouveau règlement technique qui chamboule l'aspect visuel et la hiérarchie de la Formule 1, et c'est donc une occasion pour toutes les équipes de faire un bond en avant. Mais aussi un risque de repartir le plus loin, et c'est précisément ce qu'il se passe pour Stewart, car la SF02 n'est pas aussi performante que la SF01. Côté pilote, la paire est conservée. Si Barrichello se refait une santé avec les Blancs, Magnussen s'est sauvé de justesse et doit à tout prix confirmer. Il en va de sa place en F1. Mais bon, on ne peut pas dire que 98 soit une promenade de santé, hein, loin de là. Stewart a fait un bond en arrière et le top 10 semble vraiment difficile à atteindre. Puis, si durant la saison, on constate que la fiabilité a progressé, c'est loin d'être satisfaisant. Double abandon en Australie, mais une arrivée pour Magnussen au Brésil, 10e. Même chose en Argentine pour Barrichello, 10e, avant un nouveau double abandon à Imola. 4 Grands Prix difficiles, et voilà un an que Stewart n'est plus entré dans les points, depuis l'exploit de Monaco. Mais en Espagne, Barrichello offre un petit peu de répit à son écurie en prenant la 5e place. 2 points et de quoi sourire dans une période tendue entre le staff et ses pilotes. En effet, Barrichello est au centre des rumeurs l'envoyant chez Ferrari pour 99. Une rumeur lancée par la presse italienne, elle-même alimentée par Rubinho, faisant grimper sa cote. Et ça ne plaît pas à Stewart, hein, bien que le Brésilien les rassure sur sa présence en 99. Mais la Scuderia s'intéresse bien aux polistes. Du côté de chez Magnussen, les changements réglementaires ont tué sa progression, et le Danois n'y arrive pas. L'écart moyen en qualif est abyssal, supérieur à la seconde. Son baquet chauffe, et Jos Verstappen frappe à la porte. Mais au Canada, le Danois s'arrache et prend le point de la 6e place, juste derrière son équipier. Ah, c'est très bon, et là, je suis très content. C'est une course qui vont faire un peu de confusion, mais je veux dire que je suis
Je suis très content pour finir la course et pour finir 5e. Je crois que vraiment l'équipe a bien marché, point de vue stratégie. Ce qui était intéressant aussi, qu'on a eu un petit débat ce matin pour la stratégie de Yann. Il voulait faire 2 arrêts et on a changé pour faire un arrêt. Et je crois que cette décision nous a ramené un point qui est très important pour nous. Concernant Rubens, il était bien placé, beau début de course, puis il fait son petit tête à queue, là il en fait peut-être un peu trop. Ici c'est toujours difficile sous le freinage, et puis il a fait une petite erreur, et puis il est sorti de la route. C'est une petite erreur, et c'est pas souvent qu'il fait une erreur, et je crois pas que ça nous a coûté beaucoup aujourd'hui. Peut-être une position, mais pas sûr. Double entrée dans les points pour Stewart Grand Prix, mais ça ne sauve pas la place de Yann. Cette course est sa dernière en Formule 1, et il est remplacé dès la manche suivante en France par Jos the Boss. Mais sur le plan politique, ça chauffe également. Ouais, Ford est déçu des résultats de son équipe et désavoue quelque peu Stewart en regardant du côté de chez Benetton. Jackie et Paul le savent, ils sont à un tournant et il faut réagir. Quoique, les récentes entrées dans les points leur donnent un sursis, et à plusieurs reprises, Barrichello est en passe d'en inscrire, mais la fiabilité détruit la saison des Blancs. Non, il n'y aura pas d'autres points après le Canada, et la saison 98 se termine tristement. Bon, ils seront encore là en 99 et mieux vaut que ça se passe bien. Si Jos Verstappen s'est montré plus proche de Barrichello que Magnussen, le néerlandais n'a pas donné pleine satisfaction à ses patrons, qui le remplacent par le double vainqueur de Grand Prix, Johnny Herbert. Un recrutement intéressant, même si Rubens va encore abuser de son équipier. Ouais, Barrichello il était très fort. Mais surtout, l'intrigue de l'hiver, c'est la SF3. Si Ford est encore de la partie, c'est parce que Benetton leur a préféré Supertech, donc la firme américaine a renouvelé sa confiance en l'écurie de Jackie et de Paul. Ou devrais-je dire, de Paul simplement, car Jackie fait un pas en arrière dans la gestion du team. Du côté du staff technique, Jenkins a cédé sa place à Gary Anderson, et la SF3 est une belle évolution, inspirée de la McLaren championne du monde. Et du côté du moteur, le nouveau Ford Cosworth est ultra compact, ce qui permet aux ingénieurs châssis et aéro de prendre des décisions encore plus extrêmes. En bref, c'est un gros pari, mais dès les premiers tours de roue, les pilotes découvrent une voiture bien plus saine et rapide. De bon augure, et Barrichello prend la 4ème place en qualification en Australie. De quoi avoir le sourire, et le lendemain, il confirme avec la 5ème position à l'arrivée, malgré un début d'incendie au stand. Paul le dit, sans ça, il aurait joué la victoire. 1999 démarre divinement bien, et ce n'est que le début. Au Brésil, l'enfant du pays est en forme, et montre de quoi il est capable. 3ème le samedi, Rubens réalise un début de course tonitruant en luttant face au McLaren et au Ferrari. Enfin, pas juste lutter, Barrichello est au-dessus. 2ème au premier tour, il se défait d'Hakkinen au 4ème et prend la tête. Le poliste tient Schumacher derrière sur son circuit et joue de nouveau la victoire, mais au 43ème tour, le moteur Ford Cosworth part en fumée. Terrible déception pour Rubens et pour Stewart qui abandonne la mort dans l'âme. Mais au vu des 2 premières courses de la saison, on se dit qu'un exploit est possible. Et à Imola, Rubens prend son premier podium de la saison, 3ème derrière Schumacher et Coulthard. Par ses bons résultats, la cote de l'écurie et de son pilote de pointe grimpe en flèche. Après sa bonne saison 97, Barrichello était revenu dans la lumière, mais 98 a tout balayé. 99 est donc une belle opportunité. De plus, Ford est plus que satisfait et prépare donc sa reprise en main totale pour la saison 2000. Le tout sous le nom Jaguar, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Malheureusement à Monaco, Barrichello renonce, un bris de suspension encore l'envoie dans le mur. Puis en Espagne, il est disqualifié car ses attaches de fond plat ne sont pas conformes. On a tendance à dire qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et là, ce sont de malheureux contretemps et Herbert n'est pas en mesure de suppléer son chef de file, et pendant ce temps-là, McLaren et Ferrari progressent et l'écart se creuse. Ce sera difficile de créer l'exploit, d'autant plus que Jordan prend du poil de la bête. Mais en France, Barrichello retrouve les devants de la scène en prenant la pole position. La 2ème de sa carrière après Spa 94, et la première et unique de l'écurie Stewart. Le lendemain, il répond présent et mène une bonne partie d'un Grand Prix perturbé par la pluie. Résistant à Mika Hakkinen, le Brésilien joue la victoire, mais lui et le Finlandais sont surpris par un Heinz-Harald Frentzen risquant la panne d'essence pour triompher. Une 3ème place amère pour Stewart et pour Barrichello. Toujours pas. La suite immédiate est plus compliquée et les Blancs ne retrouvent les points qu'en Hongrie. 5ème place pour Barrichello. Ferrari, McLaren et Jordan sont désormais devant et on pense alors que leur chance est passée. Australie, Brésil et la France, 3 occasions, aucune victoire.
4e en Italie, il ne reste plus que 3 Grands Prix à l'écurie de Milton Keynes sous le nom Stewart, et l'antépénultième manche de la saison 99 va entrer dans l'histoire. Et pourtant, ça part mal pour les Blancs. Barrichello est 15e, battu pour une fois par Herbert, 14e. En soi, le dimanche matin, on ne s'attend pas à grand chose, mais cette course va être complètement folle. Le départ est marqué par une non-extinction des feux, dont le but de démasquer les tricheurs. Ouais, parce que certains s'amusaient à capter l'onde des feux pour optimiser leur départ, et là, ils ont été surpris. Bon, le vrai lancement de la course est marqué par un terrible carambolage où Diniz nous fait une belle frayeur. Puis la météo décide de s'amuser et les conditions changeantes nivellent la hiérarchie. Dans le chaos des premiers tours, Barrichello et Herbert sont remontés dans le top 10, le Brésilien devant l'Anglais, naturellement. Des pilotes se montrent comme Ralf Schumacher en forme chez lui, mais le leader, c'est un autre Allemand, Frentzen. Mais en sortie des stands au 32e tour, HHF s'en mêle les pinceaux et c'est l'abandon. Hakkinen et Irvine se sont sabordés et Barrichello se retrouve 3e derrière Coulthard et Schumacher. Mais l'Écossais sort de la piste. Ce Grand Prix est complètement fou et alors que Ralf est en passe de remporter son premier Grand Prix, l'Allemand est victime d'une terrible crevaison. Fisichella a espéré un temps triompher, mais lui aussi partit à la faute. Alors, celui qui récupère la tête du Grand Prix, c'est Johnny Herbert. En fait, quelques tours plus tôt, Barrichello était la première Stewart, mais il s'est précipité au stand. Par son expérience, Johnny a attendu le bon moment pour lancer les hostilités. Barrichello est le visage de Stewart depuis 97, il a écrasé tous ses équipiers, Magnussen, Verstappen, Herbert, mais c'est ce dernier qui décroche la victoire dans cet épique Grand Prix d'Europe au Nürburgring. La seule et unique victoire de Stewart Grand Prix et c'est une explosion de joie. En 73, Jackie décrochait ici même son 27e et dernier succès en Formule 1. Celui-ci fait office de 28e et il monte sur le podium en compagnie de ses 2 pilotes. Barrichello termine en 3e derrière Trulli. Un trio improbable sur la boîte. Jackie et Paul Stewart sont au sommet à 2 courses de la fin de leur écurie. Well, a great day for us, our first ever Grand Prix victory, still with the team colours on it as it was. We need a little bit of luck, but it was a hell of a race and we're very proud, and to have 2 on the podium is pretty sensational. Just unbelievable. I mean, it's a fairy tale, you know, with everything changing for next year. To get a win for us was something that we always wanted to do. To get a win for the Stewart Ford team is absolutely amazing. Amazing doesn't describe it. Yeah, definitely so. I think especially when I went into the lead, unfortunately for Ralph with his puncture or whatever problem he had with the wheel, I had a nice advantage after Jarno, so I was then able to try and look after everything as much as I possibly could, and hopefully, you know, I could get to the end. I was confident it would, but obviously I tried everything to make sure. Boosté par ce triomphe, Herbert prend la 4e place à Sepang devant son équipier. Les derniers points de cette écurie qui vit son 49e et dernier Grand Prix au Japon. En 99, Stewart Grand Prix termine 4e du classement constructeur et Barrichello, meilleur représentant, est 7e au classement pilote. Après de belles promesses en 97 malgré une fiabilité désastreuse, Stewart aurait pu tout perdre en 98. L'association avec Ford battait de l'aile et seul le manque d'opportunités pour la firme américaine a sauvé ce partenariat. Tout proche de finir comme Pacific ou Simtech, Stewart Grand Prix est passé au premier plan en 99 et fait aujourd'hui partie des 37 équipes victorieuses en Formule 1. En 2000, cette écurie cède donc sa place à Jaguar dans de plutôt bonnes conditions et les Verts seront très ambitieux. Il faut dire qu'après une si belle année, il y avait de quoi, mais ça va vite tourner au fiasco. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Sachez tout de même avant de se quitter qu'en parallèle de la Formule 1, l'écurie Stewart a continué d'exister en F3 britannique et a même pris les titres de 97 et de 98 avec Johnny Kane et Mario Haberfeld. Vice-champion avec Bourtier en 99 et en 2000 avec Thomas Scheckter pour leur dernière année d'existence. Remplacé, là aussi, par le Jaguar Junior Team. Rendez-vous très bientôt pour la suite. On arrive au bout de cette vidéo, de cette histoire de Stewart Grand Prix. J'espère que ça vous a plu. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Sachez que il peut parfois avoir des décalages entre la réalité au moment où on sort la vidéo et ce que j'affiche sur le côté. Mais c'est parce que j'ai de l'avance et je ne peux pas anticiper le futur. Hein. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je vais préciser maintenant à quelle date ce classement a été établi. Je vous invite également à aller faire un tour en description parce qu'il y a un lien pour vous procurer ce livre, Mezzarino à contretemps, mon tout premier roman, un projet de 2 ans. Et il est maintenant disponible sur le site de l'éditeur, c'est pas du S, ou alors sur Amazon. Voilà, vous avez le lien en description, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine, des bisous.